Bonsoir, je me permets de vous souhaiter une très bonne année puisque c'est la première fois que nous nous retrouvons sur Mon Quotidien TV, donc sur notre chaîne YouTube. Donc très bonne année à tous, que beaucoup de surprises viennent embellir cette année 2022. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Aurée de Carbon, qui est donc chasseuse de tête. Bonsoir Aurée. Bonsoir. Alors Aurée, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Comment es-tu arrivée à devenir chasseuse de tête? Et puis en plus avec une spécificité sur des ONG. Rapidement, c'est un petit peu un puzzle qui s'est mis en place. J'ai passé d'abord 13 ans dans les médias, marketing, publicité, un univers, je dirais, strass et paillettes. Et puis, au bout de 13 ans, de boîte en boîte, je me suis dit, là, je crois que j'ai un peu fait le tour. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans le milieu bancaire chez BNP Paribas. Et c'était extrêmement intéressant, effectivement, de passer dans cet univers de chiffres. Et j'ai beaucoup aimé conseiller, en fait, les clients, mais je crois qu'il y avait un peu une maldonne, c'est-à-dire que moi, j'étais venue pour conseiller et on me demandait de vendre des produits bancaires, donc on ne s'était pas bien compris sur l'intitulé du poste. Et puis, en fait, au bout de 3 ans, où il y a eu la crise des subprimes, etc., je suis partie un peu avant. Et je me suis dit, bon, la banque, c'était très intéressant, mais je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, d'être contactée par un chasseur de tête en Irlande qui a trouvé que mon parcours était intéressant et qui m'a dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec vous. Je me suis dit, ah bon? Et qui m'a effectivement remis un guide sur sa société, comment il travaillait. J'ai lu ce guide de 200 pages en anglais et j'ai dit à mon mari, c'est le job de ma vie. Voilà comment je suis rentrée dans cet univers. J'ai eu donc l'opportunité de servir plusieurs sociétés, cabinets de chasse de tête anglo-saxons, avec leur approche très business, très focus, très orientée résultat. Ça a été une très bonne école pour moi. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques années, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une alternative entre l'efficacité anglo-saxonne et finalement une approche plus latine, plus chaleureuse, plus humaine? Et donc j'ai créé Carrure en 2012, donc Carrure a cette année 10 ans, en fait, c'est 10 ans. Un bel anniversaire. Merci beaucoup. Et effectivement, de fil en aiguille, monter ma petite équipe. Nous servons effectivement, comme tu l'as souligné, exclusivement le secteur à but non lucratif, ce qu'on appelle les ONG, les multilatérales ou bilatérales. Et donc, quel type de profil tu recherches pour ces ONG ? Alors, Carrure est très spécialisée dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, des changements climatiques, de la santé également. Donc vraiment, ça dépend. On fait appel à nous quand il y a une difficulté pour trouver un talent. Dû aux spécificités du poste. Donc ça peut aller soit de chercheurs dans un domaine très précis qui peut concerner le riz, la pomme de terre par exemple, à des postes plus transverses au niveau exécutif où on va recruter un ou une directeur ou directrice générale, directeur général adjoint ou directrice générale adjointe, également des postes de directeur, directrice financier, des postes de DRH, voilà, donc vraiment un large scope. L'objectif étant à chaque fois vraiment de servir l'entité, l'organisation qui fait appel à nous. D'accord. Et le recrutement se fait en France, au niveau national, ou tu élargis au niveau international? Très bonne question, je te remercie. Nous travaillons très peu avec la France, ce qui est une spécificité. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Les Français nous boudent, sauf la WWF France, le Panda, qui nous a fait l'honneur de faire appel à nos services à de multiples reprises pour des postes clés, et également la Tour du Vala, qui est une organisation, très belle organisation, peu connue dans l'environnement, qui se situe en Camargue. Et sinon, nous servons par exemple des organisations des Nations Unies comme la FAO, qui nous a fait confiance donc, dans le domaine de l'agriculture, ou bien des organisations assez réputées comme IUCN dans le domaine de l'environnement par exemple, et des consortiums surtout dans le domaine de l'agriculture. D'accord. Et donc, tu m'as dit que tu avais une dizaine de personnes qui travaillent avec toi et que tu étais très attachée à la notion d'entrepreneuriat.
Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette valeur, pourquoi elle te porte? Elle me porte parce que c'est elle qui m'a portée d'abord, qui m'a portée où je suis. Et je suis très attachée à des gens qui ont un moteur qui leur est propre, individuel, qui vont être auto-motivés, c'est-à-dire qui vont faire preuve d'initiative, qui vont également être à même d'être force de proposition pour innover, changer certaines techniques, les améliorer. Et qui vont surtout être motivés par le fait de délivrer des résultats dans des délais très courts, voire d'exceller et de délivrer avant les délais qui nous sont impartis. Je suis donc très attachée à ce type de personnalité et j'encourage d'ailleurs beaucoup les femmes au sein de l'équipe parce que souvent elles sont capables d'être très performantes. Et donc voilà, c'est vraiment basé sur le mérite, la volonté personnelle, la volonté de l'engagement aussi personnel, puisque nous servons des causes avant tout. Donc il faut avoir, je dirais, des convictions et des valeurs fortes qui portent individuellement pour arriver à une réussite collective. Oui, il faut une fibre humanitaire pour travailler avec toi. Il faut aimer les autres, je crois. D'accord. Et donc les 10 ans. Les 10 ans, ils amorcent un changement pour l'entreprise ou tu restes sur la même lignée, les mêmes projets? Qu'est-ce que tu envisages? C'est une très, très intéressante question. En fait, on est toujours en mode un peu start-up. Hein. Carrure a 10 ans, mais Carrure, ça a été un bébé, un fœtus qui est né, aujourd'hui qui marche sur ses jambes. Je dirais qu'il lui faut du temps pour devenir plus mature, plus adulte. Donc on est toujours en plein développement et je crois qu'aujourd'hui, le plus dur est vraiment de trouver des gens qui ont cette fibre et qui vont épouser la philosophie de Carrure et qui vont être à même de porter l'étendard de Carrure et de vouloir servir des causes et porter les couleurs de cette société. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la partie professionnelle. Et puis il y a toi. Il y a toi en tant que peut-être comédienne. Il y a toi aussi en tant qu'auteur. Donc la comédie. Alors, comédienne, actrice, ça fait très longtemps en fait que je dirais que cette un peu vocation, en tout cas cette passion est ancrée en moi et j'ai eu l'opportunité de faire au cours de ces presque 30 dernières années plusieurs stages dans des écoles très célèbres comme les Cours Florent bien sûr ou Pygmalion et en fait le choix s'est porté cette année chez Acting International, après cette longue maturation, il y a des plantes qui mettent des décennies avant de sortir de terre, c'est mon cas dans le domaine artistique. Et puis, donc du coup, j'ai intégré Acting International justement pour sa dimension internationale qui me parle beaucoup. Cette année, j'ai été reçue en 2e année directement, ce qui m'a fait ce qui m'a donné confiance également dans ce potentiel qui émerge et je prends beaucoup de plaisir à développer cette dimension créatrice dans le domaine de l'acting, avec tout le travail, parce qu'il y a énormément de travail en fait, on ne s'en rend pas compte. Il y a un énorme travail de recherche pour aboutir à caractériser un personnage. Donc c'est cette dimension aussi du travail dans le domaine de l'acting qui me passionne beaucoup. Et comme tu le disais, effectivement, je suis auteure, ça fait maintenant presque ça fait 30 ans que j'écris. Voilà, et aujourd'hui, j'écris mon 9e livre, qui est un roman policier. Alors, roman policier, mais avant, effectivement, il y a eu des ouvrages pour les enfants, c'est cela? Absolument, il y a eu plusieurs nouvelles, contes pour enfants, romans pour enfants. L'un qui s'appelle Écoute Sacha, qui est pour les tout petits. On a fait une version électronique où les personnages sont personnalisables, justement pour chaque enfant. Donc, il y a une version électronique où on peut adapter le livre avec le prénom de l'enfant, son âge, et les parents envoient une photo et on crée le personnage en 3D. Et puis, d'autres livres comme Ombline au pays des rêves et Bastien le peintre, qui est plus pour adolescents, préadolescents, au format BD en fait. Et autrement des nouvelles plus pour adultes. Et là, on rejoint le côté, encore une fois, international, avec la nouvelle.
Oui, alors c'est vrai que malheureusement, heureusement, moi je suis une nouvelliste, c'est-à-dire que j'écris des nouvelles qui sont courtes et c'est un style d'écriture qui plaît beaucoup dans les pays anglo-saxons, malheureusement qui est très peu connu ou reconnu en France, c'est bien dommage parce que les gens n'ont plus beaucoup le temps de lire et la nouvelle courte, comme du style Raymond Carver par exemple, s'adapte très très bien dans notre époque en fait. Il est fort dommage qu'en France, ce ne soit pas un style très reconnu. Voilà ce que je peux t'en dire. Alors, moi, j'ai quand même une question avec toutes ces activités. C'est celle de la conciliation, temps de vie professionnelle, temps de vie privée. Comment arrives-tu à gérer tout cela? J'ai la chance d'avoir un fils qui a 27 ans, donc un grand qui vole de ses propres ailes, et d'avoir, je crois, un mari extrêmement conciliant. Et du coup, c'est vrai que ce sont des activités assez dévorantes, mais quand on est quelqu'un de passionné, on ne peut pas se contenter, je crois, d'une vie, d'un quotidien bien rodé, bien lissé. Et toutes ces activités enrichissent, en tout cas moi m'enrichissent personnellement, embellissent aussi, je crois, la vie. La dimension de l'imaginaire, de la création est très importante quand on travaille dans un domaine qui est extrêmement cadré, voire, je ne veux pas dire rigide, mais oui, où il y a des méthodologies, des process à suivre extrêmement stricts, rigoureux, parfois austères. C'est une austérité que j'endosse, que j'accepte à 200%. Mais c'est vrai que ces dimensions créatrices me permettent peut-être pas de m'évader, mais d'avoir un autre souffle, une autre inspiration en tout cas dans la vie. Donc tu parlais d'un côté austère, réglementé. Dans ton processus donc, de recrutement, tu utilises des grilles particulières, tu te conformes à quel type justement de méthodologie? Alors effectivement, on a des processus qui sont très rigoureux et ce qui a fait le succès de Carrure, c'est cette capacité finalement à appliquer rigoureusement des processus dans des délais extrêmement courts. Ce qui nécessite effectivement une rigueur exemplaire. Quand on sert des institutions très réputées au niveau mondial, au niveau international, il faut avoir cette excellence qui est exigée et qui fait la différence, c'est-à-dire être disponible jour et nuit, oublier ses week-ends, oublier les vacances, parce que ce qui est primordial, c'est d'abord servir ces organisations et leur but, qui est de réduire la pauvreté, la faim dans le monde, par exemple. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et puis donc d'avoir cette rigueur et en même temps, ces organisations elles-mêmes ont des contraintes extrêmement rigoureuses en termes de genre, par exemple, d'équité, d'avoir autant de femmes que d'hommes, d'assurer une transparence absolue dans les processus de recrutement, donc une intégrité sans faille, une éthique exemplaire. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important. Je mets un point d'honneur à respecter les cahiers des charges qui nous sont donnés, quoi. Et au niveau donc international, cela demande aussi des déplacements. Donc il faut gérer aussi le temps par rapport à tous ces déplacements. Comment cela se passe? Alors avant le Covid, on avait pas mal de déplacements justement pour notamment les phases finales d'entretien ou pour les phases de présélection de cabinet où il faut présenter effectivement la société, son processus. Depuis le Covid, effectivement, je crois que le monde entier s'est adapté au Covid, donc on travaille beaucoup plus depuis la maison, tous, les grandes institutions également. Ça ne pose pas du tout de problème particulier, je dirais, tant que la confiance est là, établie, la distance n'est pas un problème. De toute façon, quand on interviewe, nous, un candidat, on prend le temps. L'interview peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Quand quelqu'un porte un masque, le masque, au bout de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30, il tombe à un moment donné. Donc, de toute façon, on finit par avoir une perception fine de l'être humain, de l'individu en tant que tel, par les questions qui sont posées, par le ton, par la voix, par les échanges de mails aussi, les écrits, la qualité des écrits, ce qui est envoyé, on a une perception du style personnel.
Voilà pour te répondre un peu brièvement à cette question. D'accord. Alors toi qui as une vision très panoramique de tout ce qui est RH, qui a une vision aussi culturelle, artistique des choses, si demain tu rencontres un des candidats à la présidentielle, puisque nous sommes dans une année présidentielle, quelles sont les 3 orientations que tu lui conseillerais de prendre dans ce qu'il va donc aborder concrètement, si jamais il gagnait? C'est une question vaste et extrêmement difficile. Je pense que cette campagne en 2012 est féroce et on sent un changement. Il est impératif qu'il y ait un changement de ton des politiciens. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Les gens attendent beaucoup plus de sincérité. La politique politicienne ennuie. Les gens décrochent de leur écran parce que des discours plats, flat, bien convenus, bien pensants, des réponses qui n'en sont pas, qui durent des heures, ennuient profondément, je crois, les gens aujourd'hui, en tout cas moi, et je pense quand je discute autour de moi avec d'autres personnes, c'est un ressenti. Je pense qu'il va falloir prendre des décisions très courageuses, très dures. On est quand même, depuis au moins 1 ou 2 décennies, et avec le Covid, dans des restrictions qu'il va falloir appliquer courageusement. Il y a des dépenses qui sont insensées. Moi, je vois en tant que chef d'entreprise, si demain je fais une erreur, je peux être condamnée en justice pour mauvaise gestion. Je ne comprends pas la légèreté des dépenses qui sont faites avec les deniers des contribuables. C'est de l'argent public comme si c'était quelque chose de volatile, d'éphémère, qui n'avait pas de sens, tous ces millions. Il y a quand même des millions de gens qui versent des impôts et parfois on se dit mais où va cet argent ? Quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la misère et la pauvreté à cause du Covid, je suis, j'en ai presque, j'en frissonne, je suis horrifiée par le manque de responsabilité personnelle de certains dirigeants ou gouvernants. En tout cas, ça ne transpire pas quand ils parlent, leur sens des responsabilités, leur sens de... comment dirais-je, du devoir par rapport à tous les contribuables, à la population qui paye des redevances astronomiques, puisqu'on est quand même en France, je crois, l'un des pays qui paye le plus d'impôts. C'est incompréhensible cette gestion. Donc ce sont les 2 choses que peut-être moi je vois déjà d'entrée de jeu. Je ne peux pas me prononcer pour ce qui est des programmes, ou ce qui est... non, là, tu te places en tant que conseil, voilà. En tant que conseil... c'est responsabilité, effectivement, responsabilisation d'ailleurs, c'est tout à fait, fort. Tout à fait. Et en fait aussi contrôle de la dépense publique. Absolument. Toi, ce sont vraiment les 2 points que tu aimerais voir. Et parole honnête, c'est-à-dire pas changement, pas de virevoltage tous les 48 heures ou dans la journée, les changements comme ça de direction, d'opinion. Évidemment, c'est difficile parce que je ne suis pas à leur place et leur place doit être extrêmement difficile. C'est vrai qu'ils doivent prendre des décisions, parfois à l'emporte-pièce, parfois il doit manquer des informations. Enfin, c'est très difficile. Ce serait hors de propos et très malvenu de critiquer. Et ce serait vraiment déplacé, je pense. Mais il est impératif que les prochains dirigeants de notre pays s'investissent personnellement et soient des personnes de conviction et non pas des gens portés par, je dirais, avant tout une ambition personnelle dévorante au détriment du reste. Eh bien, écoute, Aurée, merci beaucoup pour tout ce que tu as pu nous dire aujourd'hui. On a découvert ton entreprise, Carrure, on a découvert ton métier, tes hobbies, très intéressant aussi. Donc un grand merci à toi d'être venu nous présenter tout cela aujourd'hui. Et donc l'émission est maintenant terminée, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et je tiens à remercier Maëva pour le maquillage, Cyril et Tom à la réalisation, ainsi que nos 2 grands chefs d'entreprise, Atoucam et Griffe Productions, avec Patrice et Jean-Sébastien. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Aurée. Merci à toi. Au revoir.